Bonjour à tous et à toutes. C'est à moi qu'incombe le plaisir et l'honneur d'introduire et de modérer la troisième conférence du professeur Stewart dans ce cycle consacré donc aux juridictions pénales internationales. Donc, ces conférences se déroulent selon un ordre chronologique. Nous nous approchons de la dernière qui sera consacrée à la Cour pénale internationale. Et donc aujourd'hui, M. Stewart va nous parler des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, en latin, créés pour les besoins d'une cause, depuis la guerre froide. Donc vous avez la parole pour 1 heure. On pourra éventuellement prendre une ou deux questions à la fin. Merci beaucoup, monsieur. Membre du comité du Collège de France, invités distingués, mesdames et messieurs, bienvenue à la troisième et avant-dernière conférence sur l'histoire du droit pénal international. Jusqu'à présent, nous avions examiné le rôle de la justice pénale internationale après les Première et Deuxième Guerres mondiales. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la prochaine étape majeure sur le terrain après la fin de la prochaine Grande Guerre mondiale, la guerre froide. En particulier, je ne parlerai aujourd'hui que de 2 tribunaux créés après la chute du mur de Berlin, à savoir les tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies pour le Rwanda, le TPIR, et celui de l'ex-Yougoslavie, le TPY. J'ai travaillé pour ces 2 tribunaux pendant un certain nombre d'années, il y a presque 2 décennies en tant que jeune avocat. Cependant, je mettrai un accent particulier ici sur le TPIR, car sans la période où j'ai travaillé avec les auteurs de génocide et leurs victimes au Rwanda, je ne parlerai pas le français aujourd'hui. En fait, je ne travaillerai pas du tout dans ce domaine. Comme lors de mes conférences précédentes, j'utilise 6 thèmes pour explorer l'histoire des tribunaux ad hoc en général et du TPIR en particulier, notamment un exposé sur les procès, les objectifs des processus, les dimensions politiques derrière les procès, les alternatives aux poursuites pénales, le droit et les conséquences de ces poursuites. Permettez-moi donc de commencer par une exposé sur les procès. Ici, j'entrerai un peu plus dans les détails que lors des conférences précédentes, car je souhaite faire le lien entre cette étape de l'histoire de la justice pénale internationale et notre conférence précédente, et aussi préparer le terrain pour notre prochaine discussion sur la Cour pénale internationale permanente. Je vais vous parler de la guerre froide, vous présenter les tribunaux ad hoc et vous partager et de vous parler de leur chevauchement avec d'autres cours et tribunaux. Premièrement, ces tribunaux ad hoc ont été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la fin de la guerre froide. Le terme guerre froide est bien sûr un terme impropre. Comme l'a fait remarquer le professeur David Kennedy, la guerre froide n'a été froide que pour des habitants d'un petit pourcentage des pays. Pour la grande majorité, la guerre froide a été très chaude, car les superpuissances ont parrainé divers groupes armés dans le monde en se basant sur leurs engagements idéologiques et non sur le respect des droits fondamentaux de l'homme. Les atrocités qui constituaient des crimes internationaux au cours de cette période n'ont pas manqué. La Corée, le Vietnam, le Bangladesh, le Cambodge, le Timor oriental, l'Ouganda, l'Angola, la liste est encore plus longue. Très peu de ces atrocités ont été poursuivies en justice pendant la guerre froide. La politique des superpuissances a créé une impasse
ce qui signifie que l'idée d'une justice pénale internationale a dû attendre après la chute du mur de Berlin pour être mise en œuvre. L'idée de faire revivre le précédent de Nuremberg à la fin de la guerre froide a été accueillie avec triomphe. Comme l'a dit l'historien Joseph Peresco, et je cite, « Après un hiatus de près d'un demi-siècle, Nuremberg est à nouveau sur les lèvres. Après plus de 100 guerres, d'insurrections, de conflits civils et de révolutions qui ont déchiré le monde au cours des 45 dernières années et qui ont coûté la vie de plus de 21 millions de personnes, après à peine un souffle d'indignation contre les atrocités commises au nom de l'idéologie, de la libération, de l'indépendance et de la religion, les peuples ont enfin commencé à réclamer une justice capable de pénétrer les frontières nationales, une poursuite de type Nuremberg des criminels de guerre. » Fin de citation. Sur la base de cette perception, le monde a vu un véritable déluge de poursuites internationales après la guerre froide, un peu comme après la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a expliqué l'auteur Catherine Sekkink, après la guerre froide, il existait une véritable cascade de la justice, où un grand nombre de tribunaux internationaux se sont multipliés et où les procureurs nationaux ont commencé à poursuivre les auteurs de crimes internationaux devant les tribunaux locaux. Selon l'une de mes thèses, nous pensions pouvoir enfin ressusciter le précédent de Nuremberg sans son défaut majeur, la justice de vainqueur. Cependant, l'idée de Peresco comportait d'importantes inexactitudes. Il y a aussi eu des procès importants pendant la guerre froide et ils ont fondamentalement changé la justice pénale internationale moderne. Par exemple, des agents israéliens ont enlevé Adolf Eichmann de l'Argentine et l'ont emmené en Israël où il a comparu devant un tribunal en 1961. En outre, les procès de Francfort-Auschwitz tenus en Allemagne de l'Ouest entre 1963 et 1965 revêtaient également une importance capitale. Ensemble, ces procès ont mis en lumière l'Holocauste nazi, que le jugement de Nuremberg n'avait pas souligné dans son accent sur une guerre d'agression. En fait, comme nous le verrons plus tard au cours de cette conférence, ces procès ont aidé le génocide à l'emporter sur l'agression en tant que crime des crimes dans notre imagination. Les conséquences sont importantes. Dans le cadre de cette introduction narrative plus longue, je voudrais également vous parler de la manière dont les deux tribunaux ad hoc ont été respectivement créés en 1993 et 1994. Les procès de Leipzig ont eu lieu devant les tribunaux allemands locaux sur la base d'une législation autorisant les crimes internationaux relevant du droit pénal allemand. En revanche, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été créés par des traités, puis imposés à un ennemi vaincu. Le fait que les tribunaux pénaux internationaux ad hoc aient été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies constitue une distinction majeure. Je n'entrerai pas dans les détails techniques de la Charte des Nations Unies, si ce n'est pour souligner l'interprétation toute nouvelle et très créative qu'elle nécessite pour créer ces deux tribunaux internationaux. Le chapitre 7 de la Charte donne au Conseil de sécurité le pouvoir sur tout, et je cite, « menace pour la paix, violation de la paix ou acte d'agression ». Fin de citation.
Une fois que le Conseil de sécurité est convaincu que l'un de ces critères est rempli, l'article 41 lui permet de prendre des mesures n'impliquant pas le recours à la force armée. Nulle part n'est-il mentionné que le Conseil de sécurité peut créer des tribunaux, mais le Conseil de sécurité s'est arrogé ce pouvoir. Ce fut un saut constitutionnel majeur. Dans le cadre de cette introduction narrative, je tiens également à souligner le réseau de tribunaux se chevauchant qui pouvaient commencer à poursuivre en justice ces auteurs de crimes. À tous les stades de l'histoire de la justice pénale internationale, les tribunaux internationaux se sont chevauchés avec tribunaux nationaux. Le procès proposé du Kaiser coïncidait avec des procès nationaux en Allemagne, en France et en Belgique. Les procès de Nuremberg ont coïncidé avec des procès nationaux en Israël, en Pologne, au Canada, en Allemagne et au-delà. En fait, les anciens nazis sont toujours jugés en Allemagne après leurs 90 ans. Il existe souvent, alors, une mosaïque des tribunaux nationaux et internationaux capables d'entendre ces affaires. Après cette longue introduction, je passe au deuxième de mes thèmes, les objectifs de TPIR, le tribunal pour le Rwanda. Il ne fait aucun doute que ce tribunal a également été inspiré par nombre des objectifs évoqués lors des conférences précédentes sur la justice pénale internationale après les 2 guerres mondiales. Selon toute vraisemblance, les gens étaient en partie motivés par des représailles fondées sur l'indignation morale, par le désir de dissuader des atrocités à venir et par un intérêt pour le changement de régime après la violence parrainée par l'État. Je mentionnerai un objectif récurrent et en soulignerai un tout nouveau. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans toutes les conférences précédentes, l'absurdité morale est une technique d'argumentation fréquente dans cette histoire. C'était vrai après les deux guerres mondiales où les avocats ont affirmé qu'il serait pervers que le Kaiser échappe à la justice parce qu'il a envoyé des millions d'hommes commettre un crime pour lequel il serait immédiatement arrêté s'il le faisait lui-même. Et quand Robert Jackson a parlé des petits criminels poursuivis pendant que les plus gros s'enfuient. Pendant la période de la guerre froide, il existait un argument équivalent, basé sur l'absurdité morale, qui avait un pouvoir politique important. Je l'appelle l'absurdité de Genève. Cela ressemble à ceci. Si vous tuez une seule personne, vous êtes jugé pour meurtre. Si vous en tuez 10, vous êtes jugé pour meurtre et dans de nombreux pays passible de la peine de mort. Mais si vous tuez 10 000 personnes, vous êtes invité à Genève pour des pourparlers de paix. Les avocats de la justice pénale internationale ont cherché à saper cette absurdité morale après la guerre froide. Néanmoins, cette itération du droit pénal international a fait apparaître un nouveau objectif important et ambitieux, la réconciliation. Lors de la création de TPIR en 1994, le Conseil de sécurité a explicitement déclaré que le tribunal, et je cite, contribuerait au processus de réconciliation nationale et au rétablissement et au maintien de la paix. Fin de citation. Ce changement est très important du point de vue historique, car il reflète un changement résultant d'une modification de la structure constitutionnelle du droit pénal international. Tout d'abord,
Remarquez que nous n'avons pas discuté de cet objectif auparavant. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la justice internationale n'a guère eu besoin de promouvoir la réconciliation. S'il devrait y avoir une réconciliation, ce serait aux conditions de vainqueurs. Mais en faisant appel aux Nations Unies pour établir des tribunaux ad hoc en tant que partie apparemment neutre après le génocide rwandais, la justice internationale pouvait chercher hardiment à utiliser la justice pénale internationale comme un moyen de surmonter les rivalités et la haine entre ethnies. Cette aspiration était très novatrice et plus qu'un peu ambitieuse. Que faudrait-il pour vous fassiez la paix avec quelqu'un qui a torturé à mort vos proches? Combien êtes-vous clément? Quels que soient les sentiments que l'on a au sujet de la réconciliation, il est essentiel de reconnaître son émergence ici et comment elle est rendue possible par le rôle neutre joué ici par les Nations Unies. Cela nous amène à mon troisième thème, les considérations politiques. À ce sujet, je voudrais faire 3 remarques principales. Premièrement, la création de ces tribunaux ad hoc visait à résoudre certains des problèmes liés au procès de Nuremberg. Comme nous l'avons vu, chaque grande époque du droit pénal international tentera de remédier aux faiblesses d'une période antérieure. Cela était également vrai pour le TPIR. Lors de la création de la Cour, le secrétaire d'État américain Madeleine Albright aurait déclaré, je cite, « Les principes de Nuremberg ont été réaffirmés ». Fin de citation. Cependant, elle a ajouté, et je cite encore, « Ce ne sera pas un tribunal des vainqueurs. Le seul vainqueur qui prévaudra dans cette entreprise est la vérité. » Fin de citation. Pourtant, cette déclaration est trompeuse pour 2 raisons. Premièrement, bien que le tribunal pour le Rwanda n'ait pas été formellement la justice de vainqueur, elle impliquait toujours que les États étrangers créent un tribunal sans le consentement de pays hôtes. Par chance, le Rwanda était membre du Conseil de sécurité au moment de la création du tribunal. Le Rwanda a voté contre sa création. Deuxièmement, il existe une littérature suggérant que, au bout du compte, le TPIR constituait une forme de la justice du vainqueur dans la pratique. Le journaliste Thierry Cruvelier, qui suivait de près le TPIR, a conclu que le gouvernement rwandais était en mesure de contrôler le tribunal de manière assez efficace en menaçant d'interrompre sa coopération avec lui, soit en interdisant aux témoins rwandais de se rendre au tribunal en Tanzanie pour témoigner, soit en refusant d'accorder aux enquêteurs de l'ONU la sécurité au Rwanda. Comme le professeur Victor Peskin a conclu dans son excellente étude sur ce sujet, et je cite, « Les tribunaux internationaux des crimes de guerre qui ont vu le jour au début des années 1990 ont cherché à se démarquer de la première génération des tribunaux créés par les puissances alliées victorieuses à Nuremberg et à Tokyo près d'un demi-siècle auparavant. En réalité, le TPI grec et le TPIR se sont retrouvés dépendants de ces États cibles pour s'acquitter de leur obligation de coopération. » Fin de citation. Selon Cruvelier, cette dynamique a influencé des cas concrets et a empêché d'enquêter sur des atrocités prétendument commises par les Tutsis pendant le génocide, car elles impliquaient des membres du personnel alors au pouvoir. Si cela est vrai, cela rend le TPIR semblable au tribunal de Nuremberg. Les 2 tribunaux ont joué un rôle déterminant dans la poursuite des pires auteurs d'infractions,
mais d'autres responsabilités importantes n'ont pas été assumées en raison de l'interaction de la politique avec la moralité. Troisièmement, le tribunal pour le Rwanda n'a pas résolu le problème d'égalité politique qui était si clair à Leipzig, Nuremberg et Tokyo. Ma propre expérience m'a permis d'y voir clair. Lors de mon enquête sur le génocide au Rwanda en 2000, des massacres avaient lieu à moins de 100 km de là, en République démocratique du Congo. À bien des égards, ces atrocités étaient une continuation directe du génocide rwandais, juste transposée de l'autre côté de la frontière. Et pourtant, le même aveuglement délibéré et la même indifférence morale qui avait toléré le génocide rwandais se manifestaient encore au Congo. À l'époque, ces atrocités n'étaient même pas discutées à l'Ouest. Ayant travaillé si étroitement avec les auteurs du génocide et leurs victimes, cette incohérence n'était pas une anomalie politique que je pouvais traiter dans l'abstrait. C'est devenu un problème personnel qui servirait de base à une carrière. Cela nous amène au quatrième thème que je voudrais aborder, à savoir les alternatives aux poursuites. Au Rwanda, il y avait deux alternatives aux poursuites présentant un intérêt particulier. Premièrement, le tribunal rwandais a toujours existé dans l'ombre de la décision de la communauté internationale de ne pas mettre fin au génocide de manière militaire. Comme on le sait, l'appétit des États-Unis pour une intervention humanitaire était très faible après que les corps des soldats américains avaient été traînés dans les rues de Mogadiscio peu de temps auparavant. Après que les Nations unies ont réduit substantiellement leurs troupes présentes pendant le génocide, le général canadien Roméo Dallaire a déclaré que, et je cite, « Aucun gouvernement n'a jamais trahi ses soldats comme l'ONU nous l'a fait ». Fin de citation. Et les représentants néo-zélandais auprès du Conseil de sécurité des Nations unies, à l'époque, a décrit sa décision de ne pas intervenir militairement comme, et je cite, « comme si c'était demandé aux Juifs de parvenir à un cessez-le-feu avec Hitler ». Fin de citation. Le tribunal pour le Rwanda a été créé en remords pour cette inaction. Cette même culpabilité a conduit à la célèbre doctrine de la responsabilité de protéger, qui cherchait à établir des bases pour une intervention militaire dans des pays où le Conseil de sécurité ne le ferait pas, afin de prévenir des atrocités humaines telles que le Rwanda. Pourtant, nombreux sont ceux qui craignent que la responsabilité de protéger ne devienne un cheval de Troie pour l'agression. Comme le souligne Christine Gray, de nombreux recours à la force depuis 1945 ont été publiquement justifiés, du moins en partie, pour des raisons humanitaires. Si nous faisons une exception pour une intervention humanitaire, nous pourrions simplement permettre plus de violence, peut-être. Néanmoins, une intervention militaire intérieure constituait une alternative essentielle aux poursuites post hoc que l'on pourrait juger trop tardives. Deuxièmement, une commission vérité et réconciliation inspirée de l'expérience de l'Afrique du Sud est apparue comme une autre alternative évidente aux poursuites engagées à l'issue du procès. Sur le plan conceptuel, beaucoup ont fait valoir que le droit pénal visant à remédier au comportement déviant dans une société et non à la responsabilité pour actes répréhensibles répandus parmi la majorité de la société. En pratique, le Rwanda ne peut tout simplement pas juger tous ses responsables. À un moment donné, quelqu'un a calculé qu'il faudrait plus de 2000 ans
pour tous les avocats des États-Unis pour juger tous ceux qui sont détenus dans les prisons rwandaises après le génocide. Compte tenu des exigences des procès internationaux, à la fois en temps et en argent, des processus collectifs plus rapides étaient une possibilité distincte. En fin de compte, le Rwanda a mis en place un processus interne basé sur le principe de la vérité appelé Gacaca, bien que ce processus vienne de ses propres complexités et crée un autre niveau dans une mosaïque complexe de justice. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a finalement eu des processus Gacaca locaux au Rwanda, des affaires devant les tribunaux nationaux rwandais, des affaires de compétences universelles en Europe et des procès devant le TPIR. Cela nous amène au cinquième thème dont je parlerai aujourd'hui, la loi. À cet égard, le tribunal pour le Rwanda présentait des points communs avec des précédentes manifestations de la justice internationale, ainsi que les points de divergence. Premièrement, le problème de droit rétroactif n'a pas été réglé par le tribunal du Rwanda. Lors de nos précédentes conférences, nous avons vu comment ce problème était devenu un enjeu politique majeur après la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis et les Pays-Bas se sont opposés à un tribunal international pour juger le Kaiser, car il faudrait pour cela appliquer une loi rétroactive. À Nuremberg et à Tokyo, ces mêmes États ont complètement changé leur position, concluant que le droit prospectif n'était qu'un principe de justice à mettre en balance avec d'autres. Dans les tribunaux ad hoc, ces problèmes se sont également présentés une autre fois. Les tribunaux ad hoc ont formellement désapprouvé le raisonnement de Nuremberg, promettant le strict respect de l'interdiction de droit rétroactif. En pratique, les réalités n'étaient parfois pas si différentes. Les tribunaux ad hoc ont dû utiliser des définitions du droit pénal international dérivées du droit international coutumier, qui est la pratique générale des États et acceptée en tant que loi. La difficulté était que le litige soulevait toute une série de questions sans précédent dans la pratique des États, plaçant ces tribunaux dans une position similaire à celle des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Deuxièmement, le crime d'agression a curieusement disparu du droit pénal international après la guerre froide. Il a été littéralement exclu du statut de TPIR. Comme nous l'avons vu lors de nos précédentes conférences, les tentatives de procès contre le Kaiser après la Première Guerre mondiale et les procès de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale concernaient principalement la responsabilité de mener une guerre d'agression. L'agression a été déclarée le pire des maux, en grande partie parce que toutes les souffrances de la guerre ont découlé. Cependant, comme Samuel Moyn l'a démontré, après la guerre froide, le droit pénal international est devenu moins préoccupé par la responsabilité pénale de la guerre et plus préoccupé par le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis dans le cadre des conflits violents. Moyn soutient que ce changement marque un changement politique important et potentiellement inquiétant. La montée de la justice pénale internationale depuis la guerre froide a peut-être éclipsé la pensée pacifiste qui a dominé les ères précédentes. Troisièmement, les procès contre des hommes d'affaires qui occupaient une place aussi importante après la Seconde Guerre mondiale n'ont pas réapparu devant les tribunaux du Rwanda ou de l'ex-Yougoslavie. Comme nous l'avons vu dans notre conférence précédente, la crainte que les grandes entreprises
est incité ou facilité l'expansionnisme nazi a suscité un vif intérêt pour la responsabilisation des hommes d'affaires. L'ouverture relative de la justice pénale internationale à tous les acteurs de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, dont les délais déterminés semblent avoir eu un coût. Les hommes d'affaires ne feront pas l'objectif d'enquête ni de poursuite, malgré de nombreuses preuves de leur rôle dans la perpétration de l'atrocité. Bien que la loi permette de tels cas, les tribunaux ad hoc se sont écartés d'eux, montrant à nouveau comment la justice pénale internationale moderne pouvait être régressive par rapport à ce qui existait auparavant. Enfin, nous arrivons au 6e thème principal, les conséquences de ces épreuves. Encore une fois, je vais essayer d'être objectif en proposant un ensemble limité de conséquences positives ainsi qu'une perspective plus critique sans être trop spéculatif. Premièrement, le TPIR a jugé un nombre important de personnes responsables des crimes très graves qui n'auraient pas été tenues pour responsables, sauf pour cette institution. Quand il a finalement fermé ses portes, le tribunal avait condamné 61 personnes, on avait acquitté 14, renvoyé 10 devant les juridictions nationales pour jugement, renvoyé les dossiers de 3 fugitifs à un organe de surveillance permanente et retiré des actes d'accusation à l'encontre de 2 personnes. Si l'on croit en un châtiment fondé sur l'indignation morale qui a toujours animé une bonne partie de ce domaine, ce dossier fournira une certaine satisfaction. Deuxièmement, avec le tribunal ex-yougoslave, cette cour a contribué à ce que la politologue Catherine Seking appelle une cascade de la justice. Soudain, des cours et des tribunaux internationaux ont émergé en Sierra Leone, au Timor oriental, au Kosovo, au Cambodge et au-delà. Les États ont également commencé à poursuivre les crimes internationaux au niveau national en mettant en place des unités chargées des crimes de guerre au sein de leurs propres services et de poursuites judiciaires à cette fin. Certains de ces procès devant les tribunaux nationaux étaient historiquement importants. Par exemple, les procureurs néerlandais ont engagé des poursuites contre leurs propres hommes d'affaires pour crimes internationaux en Irak et au Libéria, ce qui a relancé un précédent important de Nuremberg et bouleversé le modèle de justice des vainqueurs dont nous avons discuté au cours de ces conférences. En outre, en entreprenant ces recherches empiriques, les travaux de Seking suggèrent que ces procès ont des effets positifs sur les droits de l'homme dans toute la région où ils se déroulent. Troisièmement, les lacunes apparentes de TPIR ont inspiré une nouvelle variété d'institutions pénales. Alors que les tribunaux ad hoc, tels que le tribunal pour le Rwanda, ont été mis en place en dehors des zones de conflit pour préserver leur indépendance, le travail a été perçu comme étant trop éloigné des populations locales. En outre, les tribunaux ad hoc ne transféreraient pas des compétences aux avocats et aux juges de ces pays, manquant ainsi une occasion de renforcer leurs capacités juridiques et l'état de droit. Des tribunaux hybrides en Sierra Leone, au Cambodge, au Kosovo et au Timor oriental ont par la suite été mis en place en tant qu'institutions à moitié internationales et à moitié nationales au sein des systèmes juridiques locaux pour répondre à ces préoccupations. Quatrièmement, les tribunaux ad hoc ont soulevé une myriade d'autres difficultés dont nous avons discuté. Ils étaient excessivement coûteux en temps et en argent, ce qui suggérait
que les ressources auraient peut-être été mieux dépensées ailleurs. Ils ont parfois été minés par les menaces de non-coopération qui ont eu une incidence sur leur fonctionnement, leur crédibilité et leur légitimité. Ils étaient légalement régressifs à des égards importants, notamment en ce qui concerne l'agression et la responsabilité des entreprises. Et il y a peu de preuves claires qu'ils ont finalement contribué à la réconciliation comme promis. Mais peut-être, comme le suggère le travail important de Diane Orenlicker, la valeur à cet égard devrait être mesurée en générations et non en années. Comme elle le montre bien, ce n'est qu'après qu'une jeune génération d'Allemands a assisté au procès de Francfort-Auschwitz en Allemagne en 1963 et 1965 sur le modèle des procès de Nuremberg, que la contrition allemande en vue de la Shoah a finalement émergé. Ce sera peut-être la même chose avec le tribunal de Rwanda. Je terminerai par une courte histoire. Il y a de nombreuses années, j'ai entendu un discours public prononcé par l'un des principaux procureurs belges impliqués dans la poursuite des Rwandais pour génocide. Visiblement affecté par certains des dilemmes impossibles auxquels se heurtaient les personnes décidant de risquer la vie de leur famille en refusant de participer au génocide rwandais, cet homme, normalement calme, criait parfois très fort « Que feriez-vous dans la même situation ?» Une autre façon de poser cette question est la suivante. Combien de fois prenez-vous des risques pour défendre ce qui est évidemment humain ? Après le génocide, décider quelle forme de justice devrait être imposée était également un choix très difficile, mais il n'avait pas fallu autant de courage. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux possible. Merci beaucoup.